Je vous propose aujourd'hui, maintenant de passer à la troisième table ronde qui portera donc sur le droit et l'extraterritorialité et comment, via des outils juridiques, certains pays limitent et rognent la souveraineté française et européenne. Un petit chiffre pour commencer, entre 2008 et 2018, les entreprises françaises ont dû payer 14 milliards de dollars au département de justice américain suite à l'application de loi d'extraterritoriale. Sur les 17 amendes payées au département de justice américain supérieures à 100 millions d'euros, 10 viennent d'entreprises européennes, 5 américaines. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la corruption et d'embargo défini de manière unilatérale, les États-Unis ont déployé toute une batterie donc de lois qui permet d'utiliser l'arme juridique comme une prédation économique. Excusez-moi. Alors que l'affaire Snowden a mis en évidence la collecte systématique par la NSA de toutes les données des grandes entreprises, notamment grâce au programme PRISM, l'accès à l'information pertinente au bon moment est devenu une préoccupation majeure et un avantage concurrentiel décisif. Training with Enemy Act, le FCPA, le Patriot Act ou enfin le Cloud Act sont autant de lois bipartisanes américaines qui interrogent la souveraineté économique de ces pays alliés. Ainsi, en 2018, une note de la DGSE établit que les entreprises françaises font l'objet d'attaques ciblées, notamment par le biais juridique, de tentatives de captation de l'information et d'ingérence économique. On peut penser évidemment à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la BNP, à Technip ou à Total, bien que, évidemment, le cas d'école reste celui d'Alstom. Véritable prédation économique, l'extraterritorialité américaine multiplie ses canaux d'application, notamment avec le Cloud Act de 2016, qui bafoue les lois de blocage entre les différents ministères de la justice. Ainsi, via les deux grands canaux du dollar, d'un côté avec le système SWIFT, et des services numériques américains, de l'autre, les Américains arrivent à capter toutes les transactions commerciales à l'étranger et à les rattacher au territoire américain et donc à les mettre sous les lois américaines. Mais plutôt qu'attaquer le système juridique américain, qui défend finalement efficacement ces entreprises et les intérêts de ces entreprises, ne faut-il pas s'interroger sur les réactions européennes et françaises face à cette nouvelle forme de prédation économique? Depuis l'affaire Alstom, la France et l'Union européenne se sont dotées d'une batterie de lois visant à protéger nos entreprises de l'extraterritorialité américaine. Dans quelle mesure la loi Sapin 2 se substitue au FCPA? Comment s'organise le rapport de force entre les lois américaines et les lois européennes qui doivent protéger les données des citoyens européens? Enfin, dans quelle mesure ces enjeux de souveraineté économique via l'arme juridique font-ils partie du débat politique pour les prochaines présidentielles? Donc pour en parler, nous sommes très fiers d'accueillir maître Juliette Alibert, avocate au barreau de Paris et au barreau de Rennes depuis 2022, fondatrice du cabinet Alibert. Vous êtes membre du collectif Interhope qui défend la protection des données de la santé. Vous avez notamment participé à la création de la Maison des lanceurs d'alerte en 2019 qui défend les lanceurs d'alerte, tout simplement. Juste à côté de vous, monsieur Frédéric Pierucci. C'est difficile de vous présenter tant vous êtes connu dans le petit monde de l'intelligence économique. Vous avez été pendant 20 ans cadre chez Alstom jusqu'en 2014. Vous avez coécrit avec Mathieu Aron Le Piège américain, édité en 2018. Et vous avez fondé en 2018 aussi la société Icarian qui fait du conseil aux entreprises qui veulent se conformer avec les lois extraterritoriales. Enfin, Jean-Baptiste Souffron, vous êtes avocat spécialisé dans la protection des données et des libertés publiques. Vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national
du numérique et ancien directeur juridique de la fondation Wikimedia. Je tiens à signaler vos interventions sur France Culture, notamment la dernière qui porte sur Stop Covid. Voilà. Donc, première question, Madame Alibert, est-ce que vous pourriez nous faire un tour rapide des différentes lois extraterritoriales et dans quelle mesure elles peuvent influencer ou pas nos entreprises? Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Merci à tous, merci beaucoup pour l'invitation, l'organisation de ce colloque. Tout d'abord, parce que l'objet, à mon sens, n'est pas de faire un inventaire à la Prévert. Si on parle de loi extraterritoriale, j'aimerais d'emblée rappeler que effectivement, ça peut être un service, un outil au service de l'hégémonie économique et d'intérêt économique. Mais historiquement, en fait, les lois extraterritoriales existent depuis très longtemps et vise à garantir la poursuite des infractions et la garantie des droits. Donc on pense par exemple au RGPD qui s'applique pour les citoyens européens indépendamment du lieu où les données sont traitées. Mais tout simplement en droit français, sous l'égide du code pénal ou du code civil, évidemment, on peut aussi poursuivre des auteurs d'infractions, même étrangers, à partir du moment où il y a un lien avec, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais avec la France, et le parquet français peut avoir le monopole des poursuites. Donc, l'outil qui est les lois à caractère extraterritorial, ne sont pas des outils réservés au droit américain. Et donc, ce qui fait la définition de l'extraterritorialité du droit, c'est bien une exception de plénitude de compétences territoriales de l'État qui est basée sur un fondement, sur une compétence personnelle de l'État à l'égard de ses nationaux. Ça veut donc dire que l'extraterritorialité désigne en droit international public une situation où un État prétend appréhender à travers son ordre juridique des éléments qui sont situés en dehors de son territoire. Et donc je pense que c'est important de nuancer ça et de pas voir l'extraterritorialité du droit comme sous le prisme uniquement de la guerre économique, parce que ce serait ne pas voir l'entièreté de cette notion. Rappeler aussi également que d'autres États se pourvoient de ces outils juridiques-là, par exemple la Chine qui a adopté récemment le 10 juin 2021 une loi anti-sanction, mais c'est vrai qu'on voit qu'en général c'est vrai que ce sont quand même les États-Unis qui utilisent quand même ces outils-là majoritairement, et que ces autres États qui utilisent l'outil du droit extraterritorial le font souvent en réaction effectivement aux lois américaines extraterritoriales. Et donc si on prend maintenant désormais les lois américaines extraterritoriales, leur spécificité et ce qui fonde aujourd'hui la base d'une certaine forme de contestation ou leur remise en question, et le fait qu'aujourd'hui le législateur français à travers la loi Sapin 2 ou le législateur européen remette en question, enfin essaye de décliner un certain nombre d'outils en réponse, c'est bien parce que ces lois américaines extraterritoriales, elles ont un caractère exorbitant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une certaine souplesse dans les conditions qui permettent les ingérences. C'est-à-dire que ces lois répressives, elles s'éloignent d'une conception qui est classique de l'extraterritorialité en développant des critères de rattachement aux contours juridiques qui sont extrêmement flous. Alors je prends par exemple le FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, de 1977, qui a été complété ensuite en 98, etc., qui permet de lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger. Eh bien, on voit que ce qui pose question, alors c'est d'une part, effectivement, que la compétence rationnée matériae, elle est très large, elle est extensive. Ça, à la rigueur, ça ne pose pas de souci en soi. C'est ce qui permet, en fait, de poursuivre l'ensemble des actes de corruption. Mais si on va sur la compétence qu'on appelle rationnée personae, celle-ci est très large, elle est entendue très souplement et permet, du coup, en termes d'extraterritorialité, d'avoir des effets très importants. Pourquoi ? Parce que ça permet aujourd'hui de poursuivre à la fois des entreprises et des personnes qui sont américaines ou non américaines, dès lors qu'elles ou qui sont implantées sur le territoire des États-Unis, qui sont potentiellement simplement cotées en bourse sur le territoire américain, ou qui participent d'une manière ou d'une autre à un marché financier régulé aux États-Unis. Et donc entre dans le champ d'application de ce dispositif-là une simple transaction effectuée en dollars, qui est réalisé à l'étranger et qui n'a finalement pas de lien direct avec les États-Unis.
si ce n'est la monnaie utilisée, ou encore une communication téléphonique, un courriel transitant par le territoire des États-Unis, permettant donc l'application du FCPA. Et donc c'est en ce sens que ça vient un peu confronter la définition et la notion classique du droit extraterritorial. C'est bien parce que stratégiquement, en termes d'intelligence économique, les Américains ont développé ces normes et en ont fait du coup un outil extrêmement percutant. Et donc, sans rappeler l'ensemble des lois extraterritoriales, parce qu'il y en a beaucoup, alors il y en a en matière de fiscalité, si on pense au FATCA, il y a effectivement tous les régimes américains en matière de sanctions que vous connaissez, qu'ont permis l'embargo contre Cuba. Il y a la lutte contre le terrorisme avec le Patriot Act qui a aussi des effets extraterritoriaux. En matière de données, il y a le Cloud Act et j'ajouterais également le FISA et l'Executive Order 12303 dont on parle peu mais qui sont des normes en lien avec les renseignements mais qui ont aujourd'hui, qui pourraient en tout cas être utilisées à des fins d'intelligence économique et stratégique. Eh bien, on voit bien que une des difficultés est que aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé Arnaud, on a un rapport des forces qui est déséquilibré où effectivement on dénombre 20 milliards de dollars d'amende qui ont été infligés par la justice américaine à ces entreprises européennes. Et j'aimerais nuancer, et je vais finir pour pas être trop longue, j'aimerais nuancer en fait aussi en rappelant que si ça pose des difficultés, c'est aussi à double tranchant. Pourquoi ? Parce que moi qui suis sensible à la thématique des lanceurs d'alerte, c'est aussi des outils qui permettent à des lanceurs d'alerte qui travaillent par exemple pour des entreprises françaises qui ne peuvent pas poursuivre pour des raisons politiques les personnes morales sous l'empire du droit français, d'utiliser potentiellement aussi ce système américain-là pour faire en sorte, enfin ces lois américaines, pour faire en sorte que finalement il y ait à un moment une condamnation au titre de loi américaine. Donc c'est aussi un outil qui peut servir à l'intérêt général et à la poursuite des infractions et à leur condamnation. Par contre, dans la pratique, une des difficultés, c'est qu'on voit bien que le juge interprète... Je suis trop longue ? Non, c'est bon. Le juge interprète avec une certaine... différencie, en tout cas, dans la pratique, la notion d'extraterritorialité en fonction des litiges. C'est-à-dire que dès lors qu'on a eu des entreprises américaines, par exemple, qui ont été poursuivies devant la justice pour des atteintes aux droits fondamentaux, la notion, en tout cas à l'heure actuelle, en l'état de la jurisprudence, et ça c'est une jurisprudence Nestlé de 2021, on voit bien que les juridictions ont interprété le lien avec le territoire américain en disant que le lien était un peu trop ténu. Par contre, en matière de sanctions, quand on est sur des entreprises étrangères, effectivement, là, le dispositif avec le système des DPA s'est mis en place. Les sociétés ont été poursuivies et finissent par payer effectivement les amendes. Et donc, ça montre bien que finalement, cette pression économique insidieuse, elle fonctionne à travers ces outils juridiques là. Voilà, générant un coût important pour les entreprises et avec des difficultés puisque les services de compliance aujourd'hui ont parfois une difficulté à mettre en œuvre des normes qui sont inconciliables si on pense au FCPA et à l'OK-Bribery Act par exemple. Voilà. Merci. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. La façon dont ça se passe en pratique, lorsqu'une entreprise européenne, française, etc., est soupçonnée par des autorités américaines d'enfreinte à une des lois extraterritoriales américaines, que ce soit le FCPA, les sanctions, les embargos, etc. Comment ça se passe en pratique ? Les États-Unis, donc le département de justice, demande à cette entreprise française de venir les voir à Washington. Alors, et ils disent au directeur juridique de l'entreprise, voilà, nous vous soupçonnons d'avoir enfreint une de nos lois, nous avons un dossier extrêmement épais contre vous, et donc nous souhaitons que vous coopériez avec l'enquête du département de justice, parce que bien évidemment vous êtes une société éthique, et donc bien évidemment vous avez à cœur aussi de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé à l'intérieur de votre entreprise. Et c'est là où est le piège. C'est-à-dire que vous allez, en tant qu'entreprise, devoir ensuite faire une enquête interne sur vous-même.
Et pour cela, vous allez devoir utiliser un des grands cabinets d'avocats américains sur la place de Washington, un des 4 ou 5 grands qui sont reconnus par le département de justice comme étant fiables. Donc, il est hors de question d'aller là-bas avec Gide ou avec un cabinet d'avocats français pour vous défendre lors d'une enquête du département de justice. Et ce cabinet d'avocats va ensuite avoir accès à tout un tas d'informations dans votre entreprise. Alors là, vous avez en général 2 choses à négocier avec les autorités américaines. Lorsque vous êtes une entreprise, vous avez à négocier le périmètre géographique de l'enquête interne, c'est-à-dire qu'ils vont vous soupçonner par exemple d'avoir fait de la corruption au Venezuela. Vous allez leur dire, ok, je vais faire dans ce cas-là une enquête sur le Venezuela. Ils vont vous dire, non, si vous avez fait de la corruption au Venezuela, c'est que vous avez fait de la corruption un peu partout dans le monde, donc vous allez faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales dans le monde. Donc celui qui voit les dollars défiler, là, c'est le cabinet d'avocats qui travaille pour vous, parce qu'il va devoir faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales un peu partout. La deuxième chose que vous allez devoir négocier avec le département de justice, c'est le périmètre temporel de cette enquête interne. Et là, vous allez le dire au département de justice, vous avez une prescription de 5 ans sur le Foreign Corrupt Practices Act, et c'est à peu près la même chose sur les autres lois. Et donc, je vais faire une enquête sur les 5 dernières années mondiales. Et là, ils vont vous dire, non, la prescription, ça ne marche pas chez nous. En fait, dans la loi, effectivement, il y a la prescription, mais nous, département de justice, nous souhaitons que vous alliez beaucoup plus loin que ces 5 ans de prescription. Donc, vous alliez à 10 ans. Vous allez faire une enquête sur les 10 dernières années. Et là, ils vont vous dire, pour rendre ça légal, vous allez vous-même signer un papier comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription, comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un système judiciaire classique. Vous ne discutez pas avec un juge d'instruction, etc. Vous discutez avec un procureur. Et c'est que de la négociation. D'accord. Les juges sont complètement absents de la procédure. Ils viennent juste à la fin pour mettre un tampon sur ce qui a été négocié entre un procureur et une entreprise, ou entre un procureur et une personne physique. Donc, vous vous retrouvez avec une enquête interne à faire sur les 10 dernières années, par exemple, mondiales. Sur Alstom, ils sont remontés à 10 ans. Sur Total, ils sont remontés à 18 ans. Donc vous imaginez un petit peu les dizaines de millions de dollars que représente ce coût de cette enquête interne pour une entreprise. Donc rien que le fait d'enquêter sur elle-même est un élément très très déstabilisateur pour l'entreprise. Donc lorsque vous avez fini cette enquête interne, donc vous avez 2 choix là. Soit vous acceptez ce que vous dit le département de justice, soit vous n'acceptez pas ce que vous dit le département de justice. Depuis que la loi FCPA était extraterritoriale, depuis 1998, devinez combien d'entreprises, en fait, ont refusé cette négociation et sont allées au procès. 0. D'accord ? Donc, pensez que vous allez finir devant un juge et que ça va être jugé, et que le juge appréciera l'extraterritorialité et le lien de rattachement, le nexus avec le territoire américain, c'est d'une vision de l'esprit. En fait, aucune entreprise ne prend le risque d'aller au procès. Toutes les entreprises acceptent le nexus défini par le département de justice. Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on parle de loi extraterritoriale, mais en fait, elles n'ont quasiment jamais été testées au niveau des juges et au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Et à chaque fois que des entreprises ou des individus ont essayé de remettre en cause les liens de rattachement territoriaux sur les cas FCPA ou autres, le département de justice a bloqué ces affaires. Je vais vous donner ceux qui ont essayé plutôt de challenger le département de justice sont été des individus, les entreprises jamais. Mais les individus ont essayé de les tester. Et certains individus ont gagné quelques cas, soit en première instance, soit en appel. Mais dès que ces cas ont été gagnés, par exemple, vous avez eu le cas d'Hoskins où il a gagné le fait qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis pendant les 3 ans qu'il a travaillé chez Alstom, et donc il n'y avait pas de nexus pour le FCPA. Même lorsque il est gagné là, le département de justice ne pousse pas jusqu'à aller à la Cour suprême. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver une autre juridiction, un autre district, pour trouver une autre décision contraire à celle-là, qui va remettre en cause la jurisprudence. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nuancer un petit peu cette notion d'extraterritorialité. Elle est dans la tête des procureurs du DOJ, d'accord ? Elle n'est pas institutionnalisée au niveau de la Cour suprême ou même des juges. Donc lorsque vous faites ces enquêtes internes,
vous pouvez très bien dire non aux États-Unis et dire que vous allez faire simplement une enquête sur 5 ans ou sur le Venezuela. En général, ça se passe très mal. Ce genre de réaction va durer ça va être très court parce qu'ensuite ils vont commencer à arrêter des personnes chez vous et dans ce cas-là, vous allez devoir coopérer complètement avec les autorités américaines. D'accord, donc c'est cette puissance du DOJ avec le FBI derrière qui a le pouvoir d'arrêter les gens un peu partout, qui fait que toutes les entreprises rentrent dans le rang de manière très rapide. Et donc, si tout se passe bien, vous faites votre enquête interne, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Lorsque vous revenez avec le résultat de cette enquête interne, vous devez commencer votre présentation au procureur du département de justice en autodénonçant vos propres employés qui ont participé à des faits soit d'enfreinte aux sanctions américaines, soit des faits de corruption, etc. Il faut déjà être bien câblé pour pouvoir, en tant que patron de l'entreprise, commencer par dénoncer ses propres collègues. Ensuite, il faut que vous leur racontiez quelle entreprise quel contrat vous avez gagné, sur quel marché, avec quel consultant, avec quel parti tiers, quel profit vous avez réalisé, etc. Parce que ce cabinet d'avocats va venir chez vous avec des équipes de forensique et va ponctionner tous vos emails, tous vos contrats commerciaux, il va interroger des personnes sur le sol français, par exemple chez Airbus, ils ont été des personnes sur le sol français en violation de différentes lois françaises notamment. Mais les entreprises françaises vont préférer coopérer avec le département de justice, quitte à enfreindre des lois françaises, plutôt que de respecter les lois françaises, parce que le département de justice va leur permettre, s'ils coopèrent bien, entre guillemets, d'atténuer l'amende. Celui qui a le plus de pouvoir là-dedans, c'est le procureur américain qui a le pouvoir d'abaisser votre amende de 50% s'il considère que vous coopérez suffisamment avec le département de justice. Donc personne ne vaut 10, 100 millions de dollars de réduction d'amende. Donc tout le monde se met à plat ventre et tout le monde coopère avec le département de justice. Et à la fin de ça, si tout se passe bien, une fois que vous avez dénoncé vos employés, que vous avez dit quel contrat vous avez gagné, que vous avez dit quelle marge vous avez faite, on va vous dire combien vous devez payer. Et tout cela va se finir par un Deferred Prosecution Agreement, comme vous l'avez dit, ou si vous ne coopérez pas dès le début, par un plea agreement, dans ce cas-là où vous reconnaissez votre culpabilité en tant qu'entreprise et donc vous pouvez être exclu des marchés publics. Donc, tout le monde a intérêt à coopérer et tout le monde fait le chèque et derrière il y a simplement un juge qui met un tampon sur ce qui a été négocié. Voilà. Donc, je pensais que c'était important de préciser ça parce que, en fait, les entreprises françaises et surtout l'État français n'est pas toujours bien, n'a pas vraiment toujours les ressorts et les ressources pour contrer ce genre d'extraterritorialité. Alors, ce que nous avons fait avec la loi Sapin 2, nous avons permis, entre guillemets, d'arrêter l'hémorragie. Avant la loi Sapin 2, vous avez eu Total, Technip, Alcatel, Alstom, etc. Beaucoup de technologies qui sont passées aux États-Unis. Avec la loi Sapin 2, la loi Sapin 2 a permis 2 choses. De freiner cette hémorragie alors les entreprises ne le voient pas comme ça, mais en fait, en garantissant aux entreprises françaises qu'il y avait des mécanismes français qui allaient s'occuper de leurs problèmes. Donc, comment on a fait ça ? En imposant aux entreprises françaises de mettre des programmes de compliance anticorruption pour qu'elles ne soient pas prises pour des actes futurs. D'accord ? Donc c'est les 8 points de la loi Sapin 2. Mais ensuite, un des problèmes, c'était comment protéger les entreprises françaises de cette extraterritorialité sur des faits passés, sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Donc là, on a instauré dans le droit français la Convention de justice internationale publique, qui est l'équivalent du Deferred Prosecution Agreement, qui permet aux entreprises françaises de faire leur mea culpa, d'aller voir le PNF et de dire, voilà, il y a 5 ans, voilà ce que j'ai fait, mettez-moi une amende, je reconnais les faits, mettez-moi une amende, et je m'en sors sans condamnation pénale de l'entreprise, donc sans exclusion des marchés publics. Ça n'a pas bien marché, entre guillemets, les conventions de justice internationale publique. Lorsque ça a été fait, on pensait que beaucoup d'entreprises françaises allaient utiliser cet outil-là pour se refaire une virginité, d'accord, et pour recommencer à zéro. En fait, les entreprises qui ont fait des conventions de justice internationale publique ont été principalement des entreprises qui étaient déjà sous enquête américaine ou anglaise, type Airbus, Société Générale, et qui, en ouvrant un volet français, a permis en fait à ce que les amendes de la Société Générale et d'Airbus soient partagées. Donc d'abord la Société Générale, on a fait un 50-50 entre les États-Unis et la France. Airbus, on a fait un 2 tiers la France, 1 tiers partagé entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc
on a quand même récupéré 2 250 milliards qui, sans la loi Sapin 2, seraient partis dans les caisses américaines ou anglaises. Donc c'est un bon début, c'est une loi défensive. D'accord, on n'a pas du tout l'ambition dans la loi Sapin 2 de rendre la monnaie de la pièce aux États-Unis, bien que le directeur de l'AFA ait mentionné ça plusieurs fois dans plusieurs conférences. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et on va voir comment ça va se passer dans la prochaine révision de la loi. Vous savez qu'il y a eu un rapport qui a été fait suite à l'évaluation de la loi Sapin 2, qui est un rapport Gauvin-Marlex qui prévoit une loi Gauvin 1 ou Sapin 3, peu importe comment on l'appelle. On va voir si cette future loi sera plus agressive. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est assez esselé en Europe pour répondre à cette extraterritorialité américaine. Pour l'instant, moi j'ai fait beaucoup de conférences en Allemagne, on voit quasiment aucune réaction allemande. Ceux qui réagissent, ce sont les Brésiliens, parce que les Brésiliens ont été aussi très durement touchés par l'extraterritorialité américaine. Les Chinois avec des lois, comme vous l'avez rappelé, de contre-sanctions, alors qu'elles ne sont pas extraterritoriales. Hein. Elles vous disent simplement qu'il faut respecter le droit chinois. Et donc, si vous êtes sous enquête américaine et que vous avez une filiale en Chine, bah, votre filiale en Chine n'a pas le droit de transférer des données en dehors de Chine aux États-Unis. Ce qui est l'équivalent de la loi de blocage française qu'on n'applique pas, ou de la loi de blocage européenne qu'on n'applique pas non plus. D'accord ? Donc ils ont mis des lois de contre-sanctions et de blocage en place, mais elles n'ont pas de portée extraterritoriale comme ce sont des lois défensives aussi. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Souffron, est-ce que vous pourriez revenir sur la faiblesse de la Commission européenne sur ces sujets-là, alors qu'elle est capable d'avoir des actions fortes, notamment sur le droit de la concurrence? Ah bon? Elle est capable d'avoir des actions fortes sur le droit de la concurrence? J'étais pas au courant, mais c'est pas grave. Oui, parce que vous voulez dire qu'elle prononce des amendes? Oh là là, c'est dur. Bon, bah, très bien. Bah, si c'est ça des actions fortes, je pense que on n'a pas la même définition d'une action forte. Une action forte, c'est quand on met quelqu'un en prison, en fait. Donc, si il y a des gens qui méritent d'être en prison, il faut qu'ils aillent en prison, c'est tout. Sinon, si c'est juste prononcer des amendes, ça s'appelle de la régulation économique. Et dans ce cas, il faut s'intéresser au bilan de la régulation économique de la Commission européenne. Et je sais pas si dans la salle, on va trouver que le bilan de la régulation économique de la Commission européenne est très bon, mais j'ai un petit doute. Donc, non, je suis pas. Enfin, franchement, oui, on peut dire que. Enfin, si c'est pour me faire dire que la solution est au niveau européen, c'est pas moi qui vais vous le dire. Hein. Alors là, parce que la solution, justement, n'est probablement pas au niveau européen. Elle pourrait l'être. Hein. Bon, on n'en sait rien. Après tout, pourquoi pas. Si Madame Verstager a fait du bon boulot quand même, c'est pas parce que à la fin, ce qu'elle fait, c'est de la régulation économique un peu polie. Que c'est pas du bon boulot pour autant. Il faut bien faire les choses doucement, mais enfin là par exemple dans le problème de la fusion entre Veolia et Suez, elle a vu aucun problème à ce que deux géants français soient mis sous pression et finalement deviennent deux nains l'un à la suite de l'autre et qu'on les dépèce pour les revendre à des étrangers au fur et à mesure. Elle y voyait même un intérêt parce que précisément ça permettait d'augmenter la concurrence sur le secteur de l'eau et des déchets. Donc bon, franchement, c'est pas là qu'on va trouver une solution à mon avis. La solution, les Américains. D'ailleurs, ils la connaissent très bien, c'est ce qu'ils pratiquent en permanence. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout face à des problématiques qui sont de nature purement juridique. On est face à une méthode qui n'est pas une méthode nouvelle d'ailleurs. Un des premiers à avoir mis en place une méthode de ce type, c'est Grotius. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Grotius, mais bon, on ne lit pas beaucoup Grotius en France en fac de droit, mais on sait qu'il existe. Et en fait, à l'époque, les Pays-Bas étaient bloqués par le Portugal pour accéder à l'océan Indien. Et Grotius a eu une super idée. Il a dit on va inventer un truc, ça s'appelle le droit international. Et en inventant le droit international, ça permet de dire qui possède quoi. Et ça avait deux conséquences, c'était que personne possède la mer, c'est un bien commun. Mais en contrepartie, ce qu'on possède, on le possède. Et donc, notamment, les différentes possessions qu'on a obtenues par la colonisation, ben, en fait, on les possède maintenant. Et à partir de là, on commence à projeter son droit, ses règles, ses manières, ses outils à l'extérieur et à essayer de contraindre d'autres à le pratiquer. Mais pour quelle raison? Bah, tout simplement pour faire pression sur lui. Enfin, si dans ce cas-là, il bloquait l'accès à l'océan Indien, si vous voulez, c'était pas parce qu'il pensait absolument que le droit portugais était plus intéressant à appliquer que le droit des Pays-Bas. C'était pas ça. C'était purement et simplement parce qu'en pratique, ils avaient un conflit économique et qu'ils souhaitaient régler le conflit économique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réglé par une action juridique plutôt que par une action militaire.
Mais vous avez un concept qui avait été utilisé par Jean-Luc Mélenchon, qui est le concept, enfin, qui a été utilisé, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a sorti, il s'est pas mal fait moquer quand il l'a sorti parce que, en français, le terme passe pas super bien, c'est le lawfare. C'est le fait de faire du warfare, de la guerre, mais par le droit. Mais très souvent, les deux sont totalement liés. Si vous prenez le traité de Versailles, il fait totalement partie de la Première Guerre mondiale. Et c'est bien évidemment parce que le traité de Versailles était compliqué que la suite a été difficile. Et dans le traité de Versailles lui-même, il y a toujours la même chose. Vous avez des aspects de politique interne. Typiquement, dans le traité de Versailles, c'était Woodrow Wilson qui s'est débrouillé pour que le Sénat américain ne ratifie pas le traité de Versailles en mettant dans le traité de Versailles des clauses qui faisaient que ça pourrait pas être ratifié parce qu'il savait très bien qu'il s'y opposerait et c'est lui qui insistait pour qu'elle y soit alors que tous les Européens qui connaissaient aussi la situation politique intérieure américaine savaient que ça pourrait pas passer. Ils disaient mais non, on va pas mettre ça. Notamment, c'était des clauses qui auraient forcé les États-Unis à entrer en guerre de façon automatique en cas d'agression de la France. Et lui, les Français ont dit mais c'est pas la peine que ça soit automatique. Enfin, vous dites juste que vous le ferez. Puis le Sénat devra le voter, mais dites-le. Ah non, je veux que ça soit automatique. Mais si c'est automatique, votre Sénat va s'y opposer. Ah ben, le Sénat s'y est opposé, et du coup, les États-Unis ont pas ratifié le traité de Versailles. C'était fait exprès. C'était du lawfare. Et c'est quelque chose qu'on voit systématiquement entre États, etc. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui doit s'étudier, se comprendre comme une méthode et une stratégie. On n'est pas face à des gens qui sont honnêtes. C'est exactement ce qui était expliqué. Quand vous êtes face à un procureur du DOJ, il n'est pas là pour être sympa avec vous. Il cherche pas à appliquer la loi. Il a une mission, un objectif, peut-être même des quotas, on n'en sait rien. On ne sait pas comment en interne c'est jugé en termes politiques, mais peu importe, il est là pour vous faire tomber. Il y a des pays qui le comprennent bien pour vous. Enfin, comment vous dire ? Si on prend l'exemple du Brésil. Quand on dit que le Brésil a eu des problèmes avec les États-Unis, il faut bien comprendre que le Brésil s'est retrouvé à être contraint de mettre un de ses anciens présidents en détention, puis avoir plusieurs de ses élections, nationales et locales, bouleversées et manipulées par l'intervention américaine. Pour le coup, aujourd'hui, c'est ce qui est révélé, c'est ce qu'on a compris, le tout par l'intermédiaire de procédures juridiques. C'est-à-dire, et il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose, je sais pas comment vous dire, c'est pas des choses qui arrivent comme ça de façon inopinée. Si on prend donc typiquement ce dossier, c'est le dossier Lavaratto. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder, il y a un très très bon article dans Le Monde qui a été publié il y a 1 an qui explique bien la manière dont les choses se sont faites, qui est un dossier en plus dans lequel il y a un vrai travail d'enquête. En fait, tout est passé par un procureur brésilien qui s'appelait Sergio Moro. Mais à la base, il n'est pas procureur, Sergio Moro. À la base, il est étudiant en droit. En tant qu'étudiant en droit, il a une bourse pour aller à Harvard. Il va à Harvard. À partir de là, il se fait un réseau américain. Les Américains, eux, comprennent qu'ils ont un problème au Brésil parce qu'ils ne sont pas suffisamment présents. Et après le 11 septembre, ils se disent qu'il va falloir qu'ils améliorent cette présence. Ils travaillent un petit peu et finalement, ils décident de monter un réseau juridique autour de l'ambassade des États-Unis. Donc, ils créent un conseiller juridique à l'ambassade des États-Unis. Conseiller juridique qui n'est pas là pour donner des conseils juridiques, qui est là pour faire, disons, la promotion du droit américain ou la promotion des pratiques américaines du droit aux États-Unis. Là-dessus, ils lancent un projet. Sergio Moro s'intègre dans ce projet au fur et à mesure, petit à petit. Ils le font intervenir dans des conférences, dans des colloques. Ils financent ces colloques et ces conférences pour qu'ils puissent justement intervenir. Initialement, il est plutôt un lambda. Enfin, il n'est pas mauvais du tout. C'est un bon étudiant. Enfin, c'est un mec intelligent, c'est pas le problème. Mais il commence à grandir doucement. Et puis finalement, comme il a de la visibilité, il est nommé à la Cour suprême comme procureur. À partir de là, il est nommé en 2012. En 2013, il commence à lancer des procédures contre Lula sur le droit anticorruption. Et les procédures s'enchaînent, elles bénéficient, et c'est ça qu'on comprend maintenant, c'est qu'elles bénéficient non seulement, si vous voulez, d'une espèce de stratégie visant à le faire monter en puissance par les Américains petit à petit, mais qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils coopèrent avec lui. Ils organisent des accords de coopération, ils donnent des informations, ils communiquent des éléments qui lui permettront de monter le dossier de façon plus simple, etc. Et lui, de son côté, c'est que le dossier ne tient pas, mais c'est pas grave, il continue quand même parce que politiquement, c'est ça qui est souhaité. Vous voyez, là, on n'est même pas sur une entreprise qui est visée, on est sur un État.
Et cette situation, elle se répète régulièrement. C'est pas quelque chose de nouveau. Là, on en discutait juste avant. J'expliquais que moi, j'ai eu le cas d'un client, par exemple, qui s'est retrouvé arrêté à la frontière canadienne, alors que son entreprise française était en train de se faire racheter par une entreprise américaine. Et donc, ses actionnaires ont dû continuer à négocier le rachat de son entreprise, en sachant que son fondateur et président, il était en prison aux États-Unis et qu'en plus, il n'était pas prêt de sortir. Et forcément, ça vous met dans le dos. Ça veut dire quoi concrètement? Il était arrêté pour un truc totalement différent. En plus, ça, c'était même pas de la corruption. C'était sur d'autres trucs. Typiquement stupéfiants, des choses comme ça. Et il est arrêté, il est en prison, il est bloqué. Mais ça veut dire qu'en France, les pactes d'actionnaires sautent. Ça veut dire que l'entreprise a plus de pilote. On ne sait pas comment la gérer. Ça veut dire que tout d'un coup, elle tombe. Et puis, vous avez cet acheteur qui est là, qui vous dit, mais moi, mais finalement, combien il va payer? Au lieu de payer 50 millions, il va en payer 5. Ou peut-être qu'il va en payer 10. Ou peut-être même que c'est pas le problème. Parce qu'en fait, on voulait pas qu'il soit racheté par un Américain. Pour tout un tas de raisons, et on aurait voulu que ça reste racheté, que ça reste français ou que ça reste européen ou qu'ils ne dépendent pas uniquement, parce que pour le coup, c'était leur principal client, l'entreprise en question. Donc, vous imaginez bien le mécanisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est des pratiques qui sont courantes et qu'on s'acharne à nier, comme si ça n'existait pas, comme si on était face à des acteurs positifs qui ne les pratiquent pas. Mais il faut arrêter. Enfin, quand vous avez un procès avec votre propriétaire parce qu'il y a un dégât des eaux, mais bien sûr que vous allez essayer de tourner les choses à votre avantage du mieux que vous pouvez. Mais bien sûr que vous allez essayer d'aller au tribunal à côté de chez vous ou au contraire au tribunal à côté de chez vos parents pour essayer de l'emmerder. Ils font la même chose. Sauf que là, on est sur des situations où c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux et où surtout, on nie le problème. Tout le monde nie le problème. Tout le monde fait comme si ça n'existait pas. C'est la première chose à faire, c'est de réussir à faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose de très grave et qu'il faut s'en prémunir. Là, ce matin, je voyais que 80% des entreprises du CAC 40 mettent leurs données chez les GAFA. De base, rien que ça, si vous voulez, c'est un constat d'échec, mais lamentable. On est dans une situation qui est quasiment insoluble à ce stade. Il y a un moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où une de ces entreprises va devoir être en conflit ou devoir se faire racheter par un Américain, est-ce que vous pensez vraiment que l'Américain ne va pas essayer de contourner le problème, de contourner la loi, d'essayer de trouver un moyen quel qu'il soit pour améliorer son rachat, pour forcer le rachat, pour se mettre en situation positive? Mais bien sûr qu'il va le faire, n'importe qui le ferait, si c'est possible. Vous croyez que le fait que ça soit illégal, ça arrête les gens? Bien sûr que non, ça n'arrête pas les gens, sinon il n'y aurait pas de vol et il n'y aurait pas de voitures brûlées. Donc ce n'est pas du tout la question. Et ça n'arrête pas les gens comme ça n'arrête pas les entreprises. Sauf quand on commence à dire, attendez, là, vous avez dépassé les bornes et ça, on est désolé, c'est de la prison. Maintenant, vous me sortez un dirigeant d'entreprise américaine qui a été mis en prison récemment quelque part dans le monde. Je serais ravi de le savoir, il n'y en a pas beaucoup. Juste là-dessus, quand j'étais en prison aux États-Unis, à un moment, ils ont essayé de faire un échange de prisonniers. Parce qu'en fait, les États-Unis ne souhaitaient pas me transférer parce qu'il y avait la commission d'enquête parlementaire qui commençait sur Alstom en France. Ils ne souhaitaient pas que je sois entendu lors de la cadre de la commission d'enquête parlementaire, ce qui a obligé le président et la vice-présidente à venir me voir en prison pour m'auditionner dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Je crois que je dois être la seule personne à être auditionnée en prison dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Et donc, en enfreignant bien évidemment les accords de transfèrement entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis. Ça, ils s'assoient dessus quand ça les arrange. Et donc, l'ambassade de France avait dit on va essayer de faire en fait un échange de prisonniers comme pendant la guerre froide, comme l'avaient fait les Turcs, parce que c'est exactement ce que tu mentionnes. En fait, les Turcs, c'est les seuls qui ont mis des Américains en prison. Et donc, les Turcs avaient réussi à faire un échange de prisonniers entre un Américain et un Turc. Et donc, l'ambassade de France a demandé, bien évidemment, au ministère ici combien il y en avait d'Américains en prison en France pour voir un peu qui on allait échanger. 0. Donc voilà, le transfert ne s'est pas fait. Comment expliquer ce manque de prise de conscience des grandes entreprises françaises et des pouvoirs publics ? Ça, c'est pas compliqué, c'est parce que la France est un pays extrêmement corrompu, c'est tout. C'est-à-dire que, en réalité, nos dirigeants administratifs et privés sont des gens qui sont corrompus, qui fonctionnent de cette façon, et qui donc sont, si vous voulez, c'est pas tellement, je leur jette pas la pierre, c'est pas le souci. C'est même pas là qu'est le problème, c'est qu'ils sont identifiés comme corrompus. Et donc, les acteurs internationaux savent que c'est un pays. En fait, le tigre de papier, c'est nous. D'une certaine manière. Comme on n'est pas vertueux, comme on n'est pas attentif, comme on fait pas les choses correctement, parce que les Américains, on peut leur jeter la pierre, hein.
Mais n'empêche que la dirigeante de Theranos, là, elle va passer sa vie en prison. Maxwell, elle va passer sa vie en prison aussi maintenant. C'est-à-dire que la justice américaine, elle a ses défauts, mais quand elle se met en marche, ça peut aussi marcher. C'est quelque chose de solide. Le fait que, par exemple, les politiques ne soient jamais incarcérés en France, c'est un problème. Le fait que les grands dirigeants d'entreprise ne soient jamais incarcérés en France, c'est un problème. Comment vous voulez qu'on ait un discours sur le fait d'incarcérer des dirigeants d'entreprises étrangères quand on n'est même pas capable d'incarcérer des dirigeants de grandes entreprises françaises? Enfin voilà, il faut d'abord balayer devant sa porte. On n'a pas fait ce travail, on est nul, et il faut commencer par là. Et c'est pour ça, et les autres savent qu'on est nul sur ces points. On a des bons ingénieurs, on a des bonnes entreprises, on a un bon secteur économique, on est malin, on est intelligent, on est bon, on est très productif. Mais sauf que voilà, on est mal dirigé par des gens qui sont corrompus. C'est là qu'est le principal problème. Madame Alibert, on va passer sur le domaine de la santé. Comment est-ce que vous interprétez le retrait de la demande d'autorisation du gouvernement pour la création du Health Data Hub à la CNIL? Donc le Health Data Hub, c'est le projet qui vise à centraliser l'ensemble des données de santé au sein d'une plateforme qui est hébergée aujourd'hui par Microsoft. Et donc, suite à un combat juridique mené par plusieurs associations, organisations, pour contester justement cet hébergement chez Microsoft, qui a fait l'objet de plusieurs décisions en référé liberté, décisions où le juge administratif alors il a reconnu qu'il y avait un risque parce que il rappelait en fait une décision de 2020 Schrems 2 qui faisait valoir qu'au regard du FISA, l'Executive Order, dès lors que les données sont hébergées chez une société américaine, juridiquement, et même si les données restent sur le territoire français, eh bien, de toute façon, il y a un risque à tout moment que, sous l'empire de ces lois, le FISA, l'Executive Order, par les programmes PRISM qu'on connaît, dont vous avez fait état tout à l'heure, eh bien, à tout moment, les services de renseignement puissent, de façon massive, avoir accès à ces données sans qu'il y ait à un moment une juridiction compétente qui explique pourquoi on aurait accès à ces données pour, par exemple, faire la recherche d'infractions en termes de terrorisme. Et c'est bien les difficultés. Et donc le juge administratif français a reconnu sans reconnaître les choses, c'est-à-dire que dans une ordonnance d'octobre, il a fait valoir qu'effectivement il y avait des risques d'atteinte au RGPD pour ces données qui sont quand même des données de santé préservées par le secret médical, particulièrement sensibles, mais en même temps il n'a pas interdit la poursuite du projet Health Data Hub au regard, comme vous le savez, de l'état d'urgence sanitaire qui a permis lui-même qu'on mette en œuvre le Health Data Hub, alors même que c'était scandaleux parce qu'il n'y avait pas encore eu les décrets d'application qui permettaient effectivement qu'il fonctionne juridiquement et légalement. Donc on a utilisé à chaque fois ces régimes dérogatoires d'urgence, etc. Et donc ce qui s'est passé dans cette ordonnance, c'est que quand même le juge a reconnu qu'il fallait à un moment changer l'hébergeur dans un délai de 18 mois. Un délai qui va intervenir là en juin. On voit qu'à ce stade aujourd'hui, pour l'instant, l'hébergement chez Microsoft a pas été remis en question. Cependant, pour répondre à votre question, mais je voulais mettre en contexte pour les personnes qui entendent, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu une décision importante qui est le retrait de la demande d'autorisation CNIL par le gouvernement, parce que pour que le Health Data Hub fonctionne au dehors du cadre qui est le cadre d'état d'urgence et pour tout ce qui est recherche à des fins de lutte contre le Covid-19, il faut respecter un certain nombre de procédures réglementaires, dont il faut que le projet fasse l'objet de cette autorisation CNIL, et il se trouve que de façon particulièrement intéressante, cette autorisation CNIL a été retirée très récemment finalement par le gouvernement dans un temps où elle avait déjà fait l'objet d'un nouveau délai par la CNIL. Donc on voit bien que c'est un projet qui pose question parce que l'hébergement c'est Microsoft et qu'on est sur des données de santé, des données intimes. Et donc, à mon sens, ce retrait de l'autorisation ça doit s'interpréter comme, au regard des prochaines élections présidentielles, le souhait évidemment de ne pas faire parler du sujet
de préférer différer tout simplement la question parce que je pense qu'on a peur que ça en fasse un sujet explosif parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de syndicats, beaucoup de patients qui sont extrêmement inquiets et à raison de ce projet. Parce que comme on a pu en discuter ici, évidemment, ça pose des soucis quand on est sur des entreprises parce que on a des données qui sont stratégiques, des informations qui relèvent du secret d'entreprise, du secret des affaires. Et là, c'est à l'évidence, il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux de stratégie, d'hégémonie et hégémonique, et qui font l'objet de ces poursuites judiciaires qui ont une conception du droit à leur avantage. Mais je dirais que si ça peut, à la rigueur, si c'est déjà problématique sur ces questionnements-là, quand on est sur ce qui relève presque du régalien ou des libertés fondamentales et des données de santé, c'est d'autant plus problématique. Donc la difficulté aujourd'hui est qu'on veut juste différer après l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'il faut absolument interpeller les candidats dans le cadre de l'élection pour que, évidemment, ce retrait ne soit pas simplement une opportunité politique, mais fasse l'objet d'une vraie volonté de revoir ce projet pour que l'hébergement change et ne soit plus aux mains de Microsoft, voire même que la gouvernance du projet soit repensée et réalisée différemment. Par contre, on peut quand même, ça pointe du doigt le fait que ce projet est problématique et que, au regard on en a fait une réelle question au regard des différents scandales qui ont été soulevés dans le cadre de tout ce que je vous ai expliqué sur les référés, sur tout ce qui a pu se passer. Ça montre bien quand même que la question aujourd'hui est assez saisissante pour qu'on retire le projet au moins temporairement. Donc on peut juste espérer que demain on puisse revenir sur ce projet. Et juste en matière de santé, avant de laisser la parole aux autres personnes, en fait c'est pas une problématique qui est isolée parce qu'aujourd'hui la plupart en fait des industriels en matière de santé hébergent les données au sein des GAFAM. Si on prend par exemple la société Doctolib qui a fait l'objet d'un partenariat avec le ministère de la Santé et Interop, l'association Je Défends, a fait un recours aussi devant le Conseil d'État sur ces questions-là. Eh bien la question est exactement la même, c'est-à-dire qu'en fait toutes les données Doctolib sont hébergées chez Amazon. Donc la difficulté c'est à la fois ces lois extraterritoriales qu'ont les problèmes qu'on a pu soulever, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui le paysage en termes numériques est composé à 70% et accaparé par les GAFAM, et que on a une peine à avoir une réponse ou en tout cas une ambition politique de la part des décideurs européens comme nationaux, de changer les choses. Et quand c'est en matière de santé, c'est problématique. Le projet Gaia-X, par exemple, on attend toujours les avancées. Aujourd'hui, c'est un projet dont la gouvernance a été pénétrée par les lobbies américains. Donc faire une souveraineté européenne en matière numérique avec un projet qui de toute façon intègre les intérêts et les sociétés américaines, les lobbies, c'est compliqué. Le cloud de confiance, je suis pas la plus à même d'en parler, hein, mais à l'évidence, faire de l'hébergement de données au sein de clouders, enfin de sociétés juridiquement françaises ou européennes, mais en utilisant des logiciels américains, à nouveau, ça pose des difficultés parce que le droit ne peut pas tout, que de toute façon, à un moment, il y a des données qui peuvent retransiter sur le territoire américain pour des résolutions d'incidents, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés à prendre cette question, qui est une question de souveraineté importante quand on est sur les données, sur le RGPD, sur tout ce qui relève de ce qui est à caractère personnel et important. Et en ce sens, je pense que ça doit être un enjeu majeur pour les présidentielles à venir. Voilà. Pour rester dans la même logique de calcul politique à la veille des présidentielles, Monsieur Pierucci, est-ce que vous pourriez commenter l'accord entre EDF et GE sur les turbines Arabelle?
sur le numérique là, mais on va quand même trouver un lien avec le numérique. Ne vous inquiétez pas. Le lien avec le numérique est le suivant. Vous parliez du cloud de confiance. Le cloud de confiance, c'est quoi? C'est prendre des licences américaines et héberger ça dans des entités juridiques françaises, en pensant que parce qu'on va être sous licence américaine, on ne va pas être soumis au Cloud Act américain et au FISA. C'est une vue de l'esprit complète. Déjà pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les procureurs américains qui interprètent la loi, donc rien n'empêche un procureur américain de dire demain que un licencié d'une entreprise américaine est soumis au Cloud Act. Et ça, à mon avis, on va le voir. Donc ça ne protège absolument pas de ce point de vue-là. Ensuite, vous pouvez très bien avoir un executive order demain qui va dire le contraire du Cloud Act, et des lois extraterritoriales américaines, vous en avez tous les ans. D'accord, donc tous les ans vous avez une nouvelle batterie. Donc c'est vraiment méconnaître complètement le système judiciaire américain de penser que parce qu'on va faire une licence américaine, on va pas être sous loi américaine. Deuxième chose, l'idée de cette licence, c'est de dire ok, comme on n'est pas assez bon en France, on va prendre une licence américaine, ça va nous permettre de gagner un peu du temps pour créer nos propres outils et nos propres acteurs français qui puissent rivaliser avec les acteurs américains. Et on prend toujours l'exemple du nucléaire, de dire voilà, regardez, dans les années 70, on avait pris aussi on savait pas faire de centrales nucléaires, on a pris une licence Westinghouse et après on est devenu indépendant et on a pu s'affranchir des Américains. Cette comparaison est totalement fallacieuse, d'accord, pour tout un tas de raisons. Déjà, lorsqu'on a pris la licence de Westinghouse, on avait déjà beaucoup travaillé avec le CA avant sur le nucléaire, donc on avait une énorme compétence. Ensuite, le marché du nucléaire français était équivalent au marché du nucléaire américain et pas du tout développé dans d'autres pays. Donc on a pu acquérir via Framatome une compétence qui est surpassée celle des Américains sur le nucléaire. Notamment après l'incident de Three Mile Island de 79, les Américains ont arrêté leur programme nucléaire. Donc en fait, le licencié est devenu beaucoup plus compétent que le licenceur. Et ce qui faisait qu'il y avait un transfert de technologie inverse qui se faisait, ce qui nous a permis de renégocier et de sortir de cet accord de licence et ensuite d'exporter un peu partout dans le monde en s'affranchissant de cet accord avec Westinghouse. Donc on n'est pas du tout dans le même registre ici avec la licence des GAFA. En fait, il faudrait comparer ça avec un autre type de licence. C'est les licences que les General Electric avaient fournies, et je vais venir à notre sujet, aux acteurs européens sur les turbines à gaz, parce que à l'époque, General Electric faisait du 60 Hz et souhaitait des licenciés sur le 50 Hz parce qu'ils ne souhaitaient pas développer des turbines 50 Hz. Et donc ils avaient négocié Alstom en France, Nueva Opinion en Italie, John Brown en Angleterre, tout un tas d'acteurs locaux pour faire des turbines à gaz. À un moment, ces acteurs locaux ont commencé à tailler des croupières aussi aux Américains, à General Electric, et donc ils ont décidé de reprendre le contrôle de leurs licenciés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour reprendre le contrôle de leurs licenciés? Ils ont arrêté de leur transférer les dernières technologies. D'accord, ça veut dire que vous vous retrouvez avec une technologie N-1 ou N-2, alors que eux sont avec une technologie N. C'est ce qui va arriver exactement sur les GAFA. Ils vont augmenter les royalties que vous devez leur payer. Et 3, après vous avoir asphyxié comme ça, ils vont vous racheter. En 2 ans, General Electric a racheté tous ses licenciés européens. D'accord, Alstom à Belfort, en 2000, John Brown, Nueva Opinion, etc. Et tout le monde était mort. En plus de ça, dans les accords de licence, ils mettent souvent ce qu'on appelle une infusion clause. Infusion clause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas le droit de développer votre propre technologie à partir de la technologie qu'on vous transfère. Donc en termes de R&D, ils tuent votre R&D aussi parce que vous restez au niveau au moment où vous avez signé l'accord de licence et eux continuent leur R&D et continuent à progresser alors qu'ils vous maintiennent via ces infusion clauses une technologie datant de Mathusalem. Donc là, ces accords de licence qui sont en train d'être faits avec Thales, Google, etc., ça va tuer l'industrie française du numérique. Ça va les tuer parce qu'on va proposer aux entreprises françaises ces outils-là, ces logiciels, et on ne va pas la commande publique, au lieu d'aller vers les acteurs français du numérique, vont aller vers ces acteurs-là.
Et donc, le gap technologique que nous avons avec les GAFA va encore s'accentuer. À mon avis, ça, c'est encore... Le FDATA Hub est important, mais ces accords de licence, c'est ça qu'il faut mettre sur la place publique. C'est le renoncement au cloud et aux services de logiciels souverains français. Donc, j'en reviens à mon histoire de turbine, parce que moi, lorsque je suis revenu en France, j'ai proposé aux autorités françaises de racheter la partie nucléaire d'Alstom, c'est la fabrication des turbines Arabelle et la maintenance des 57 turbines qui équipent nos réacteurs nucléaires. Je vous rappelle que juste après le rachat d'Alstom par General Electric avait refusé de fournir des pièces de rechange à EDF parce qu'il voulait renégocier le contrat commercial. Comme vous le disiez, on n'est pas avec des anges de l'autre côté. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire, hein, arrêter de fournir des pièces de rechange à EDF. Ça veut dire mettre le pays dans le noir. D'accord ? Donc, on avait donné à une entreprise étrangère, General Electric, le pouvoir de mettre le pays dans le noir. Donc, EDF a renégocié ses accords de licence. Quand vous vous tordez le bras comme ça, vous n'avez pas des accords de commercial, vous n'avez pas l'autre choix. Donc, ce que j'avais proposé, j'avais fait un tour de table avec que des acteurs français pour acheter cette partie-là, sachant que General Electric était dans une situation financière catastrophique. Pourquoi General Electric était dans une situation financière catastrophique? Parce que General Electric était avant tout, dans les années 2000, une grande banque, une grande compagnie d'assurance. La plupart des profits, 80% des profits de GE venaient de GE Capital. Et GE Capital s'est pris de plein fouet la crise des subprimes. Vous vous souvenez de la crise des subprimes de 2008? Vous vous souvenez combien le gouvernement américain a injecté dans General Electric pour sauver General Electric à l'époque? 139 milliards de dollars pour une entreprise. 139 milliards de dollars pour une entreprise. Donc, on est très très loin de laisser la main du marché faire et laisser les banqueroutes se faire. À l'époque, c'est Alstom qui aurait dû racheter General Electric pour $1 symbolique, si on avait laissé le marché se faire travailler. D'accord. Donc, n'empêche que General Electric s'est retrouvé avec une dette colossale. Et donc, le dernier PDG, qui arrive en 2018, a décidé de vendre tout un tas de pans de l'activité de General Electric pour se concentrer sur leurs activités clés, que sont les turbines à gaz et les moteurs d'avion. Donc, on savait qu'ils allaient revendre ça. Et donc, moi, je suis allé voir Bercy, DGA, DGE, APE, enfin, Matignon, l'Élysée, tout le monde pour dire, voilà, pour une fois, anticipons. On est toujours en train de crier au loup parce que le gouvernement hollandais a pris une participation dans la France KLM, parce que sur les repreneurs de la comment s'appelle, Ascoval étaient en banqueroute, parce que des investisseurs français, américains fermaient des usines en France, etc. On est toujours en train de crier au loup. Pour une fois, j'ai proposé de prendre les devants, de dire ok, on va anticiper, on va faire un fonds français, on va racheter. Pendant 2 ans, était complètement ignoré parce que personne ne se souciait de ça. Et puis il y a eu le Covid et tout le monde est devenu souverain. Vous avez remarqué là ces 6 derniers mois, souverain c'est passé d'être un gros mot comme étant maintenant le mot à la mode. Et donc ils se sont dit bah oui tiens, avec les présidentielles qui arrivent, ça serait bien de remettre un drapeau français là-dessus. Et donc ils ont pris mon dossier et ils l'ont donné à EDF et ils ont dit à EDF de le faire. Monsieur Davy, le patron d'EDF, avait dit qu'il ne voulait surtout pas racheter cette partie-là parce que EDF c'est pas un industriel, c'est une utilité, donc c'est pas leur activité de fabriquer des turbines. En plus, il avait dit qu'il préférait les acheter en Chine qu'à Belfort, donc pour les prochains réacteurs français. Donc, mais je pense que d'un point de vue communication, ça fait beaucoup mieux de dire que c'est EDF qui le rachète plutôt que de dire que c'est un consortium français. En tout cas, dans l'opinion publique, ça passe mieux. L'un des gros problèmes de ça, c'est que cette activité nucléaire à Belfort fabrique des turbines à la fois pour EDF, mais aussi pour un deuxième gros acteur mondial du nucléaire qui sont les Russes, le Rosatom. En fait, Rosatom, depuis l'accident de Tchernobyl, que vous vous rappelez tous, les Russes ont fait un extraordinaire travail sur leur industrie nucléaire et en fait sont maintenant les leaders mondiaux du nucléaire. Et EDF se retrouve souvent en concurrence avec Rosatom et avec d'autres entreprises sur les marchés internationaux. Et donc, un rachat par EDF risque de mettre en péril cette activité de turbine à Belfort parce que le deuxième, qui est maintenant en fait le vrai premier client de cette activité-là est le concurrent de EDF. Bon,
on va pas cracher dans la soupe, ça va revenir sous pavillon français, on va le payer à peu près 2 fois le prix de ce qu'on avait estimé. Parce que lorsque vous êtes le président de la République qui vous dit on va racheter la partie nucléaire de la General Electric, qui est-ce qui se frotte les mains? Et c'est General Electric, parce qu'ils savent que dans 8 mois il y a les élections présidentielles et que le président de la République a dit qu'on allait racheter. Donc là, le prix, il augmente. Ensuite, on dit 2 mois après, on va relancer le programme nucléaire français, on va refaire 2 EPR, etc. Donc là, le prix augmente encore. Donc on est arrivé à un prix d'à peu près d'1 milliard et quelques pour quelque chose qui avait été vendu à l'époque 500 millions. Pas mal. Donc en fait, on fait un gros cadeau encore à General Electric. Voilà. Finalement, d'un point de vue de souveraineté économique, est-ce qu'on peut vraiment s'interroger sur le statut de colonie de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis? Tellement un problème de colonie, pas colonie, c'est la mauvaise façon d'aborder le problème. C'est un mot qui passe bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, peu importe. Ce qu'il faut, c'est avoir des stratégies et s'y tenir. Si je prends l'exemple, par exemple, de Health Data Hub, à l'époque, on travaillait avec Juliette, et donc on a eu plusieurs, si vous voulez, le truc part d'une phrase. C'est ça qui fait tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous avez tous ces dossiers, tous ces trucs, tous ces sujets, ça demande de la volonté, de l'opiniâtreté et du travail collectif. D'accord ? Et de la persévérance. Mais on est quand même un état de droit, encore, et on peut quand même faire des choses. Les Américains, en interne, savent très bien faire des choses aussi, tout le monde sait faire des choses, mais il faut faut commencer quelque part, et après, il y a une logique de fil d'Ariane, et les choses arrivent petit à petit. Le Health Data Hub, qui en fait est un dossier Microsoft. C'est le dossier Microsoft, ministère de la Santé, en réalité. Le dossier Microsoft commence parce que dans un article de journal, la responsable du Health Data Hub, qui s'appelle, je sais plus son nom, Stéphanie quelque chose, en fait, elle est là, c'est une fonctionnaire du ministère et tout, mais c'est elle qui est en charge de ce budget. Bon, on lui pose des questions sur le sujet, elle répond, on lui dit c'est quand même bizarre, le truc n'avance pas et tout, et là elle dit oui, mais nous allons passer un marché qui sera attribué à Microsoft. Et ensuite, ça continue et tout. Et là, n'importe qui connaît un peu la logique des marchés publics se dit, mais attendez, comment ça ? Comment un haut fonctionnaire, parce qu'elle est fonctionnaire et tout, mais enfin, elle est quand même polytechnicienne, a priori, elle sait faire un plus un, et puis surtout, elle doit connaître un peu les règles de droit à la base. Elle est en charge d'un budget de l'État, d'une direction. Bon. Et elle dit, un marché public, on va passer un marché, il sera attribué à Microsoft. Tout le monde se focus sur Microsoft. C'est pas bien. Mais moi, je me concentre et je me dis, mais attendez, comment ça ? J'appelle le journaliste. Je dis, mais elle a vraiment dit ça ? Il me dit, oui, ça sera attribué à Microsoft. Je dis, mais je m'en fous de Microsoft. Elle a dit, ça sera attribué ? Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, un marché, on ne peut pas savoir à qui va être attribué à l'avance. C'est ça la corruption. C'est ça le problème. Et personne réagit au départ, etc. On en discute. On appelle des gens, d'ailleurs, on en a parlé avec Tariq Rim, avec Jean-Paul Smets qui était là ce matin, on en a parlé avec Juliette, du coup, qui travaillait pour moi. On est là, on bosse, on se dit, mais c'est pas possible. On commence à envoyer des courriers, on écrit au ministre, on a des réponses ou pas de réponses. On a des réponses drôles d'ailleurs, parce que parfois, ça énerve les gens, ils répondent dans la presse. Ils font, ah là, en fait, pas du tout, c'est vraiment des desiderata, vraiment n'importe quoi, patata, avec une arrogance froide. Et puis là, on commence à avoir de la prise d'information, parce que du coup, les gens vous appellent, ils vous disent, mais attendez, vous avez raison, c'est inadmissible. Et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et on commence à monter un dossier, à avoir une stratégie qui se dessine. Et c'est là où vous vous dites, on peut peut-être aller ici, on peut peut-être aller là. On se retrouve au Conseil d'État, on se retrouve à la CNIL. Et aujourd'hui, on est au Parquet national financier avec une enquête pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Donc, dans ces sujets, au fur et à mesure, il faut avoir un esprit d'escalier, ne pas lâcher le morceau et y aller petit à petit. C'est ce que les Américains savent extrêmement bien faire. Je vous l'ai dit, au Brésil, c'est un travail de quasiment 20 ans. Et ils font ça petit à petit. Si on veut lutter contre ces problèmes, on n'a pas des one-shot.
Il n'y a pas un truc magique à sortir ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut regarder on est dans une partie d'échecs. Quels sont les outils dont on dispose? Quels sont les outils dont ils disposent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut bloquer? À quel moment on peut le faire? Est-ce qu'il faut mettre des dirigeants? Est-ce qu'il faut les poursuivre au pénal? Parfois oui. Est-ce qu'il faut les poursuivre dans la CNIL? Parfois c'est mieux. Est-ce qu'il faut utiliser le tribunal administratif? Bien évidemment. Est-ce qu'il faut faire des trucs non judiciaires, de la communication dans la presse, ce genre de choses? Bien sûr. Est-ce qu'il faut trouver des finances? Il faut savoir rebondir sur chacun des points et se demander comment on fait. On n'est pas c'est pas simple et c'est pas facile. Mais la grosse différence sur le numérique entre nous et les États-Unis, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'en France, il y a des gens qui savent que le numérique, c'est un enjeu de société. Il y a des gens qui ont découvert ça avec le Minitel, qui ont découvert ça même avant, parfois. Il y a des gens qui savent à quel point c'est quelque chose de transformatif. Il y a des gens qui ont dit, il y a 15 ans, un jour, vous aurez tous un téléphone portable dans votre poche qui sera aussi puissant qu'un ordinateur. Tout le monde leur a ri au nez. Et tout le monde passe leur temps, beaucoup de gens passent leur temps à rire au nez des gens qui pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'est pas dirigé ni par des techniciens, ni par des gens qui comprennent ces choses-là. De même qu'on n'est pas vraiment dirigé par des juristes, au passage. Ce qui explique tout un tas de problèmes qu'on a sur ces questions de lawfare. On est dirigé par des gens qui font plutôt des écoles de commerce ou des écoles de management. Aux États-Unis, c'est pas le cas. On fait faire des écoles de management à des techniciens ou à des juristes. Et on leur explique ensuite, mais quand vous avez... C'est fascinant à voir. Regardez, allez voir. Je prends plutôt l'exemple là, du coup, sur le juridique, parce qu'on peut dire des choses... Mais allez voir les conditions générales d'utilisation de Google. Je viens d'y passer un temps fou là pour un truc il y a la semaine dernière. C'est des centaines de pages, mais c'est des centaines de pages qui sont bien écrites. Contrairement à ce que tout le monde raconte, c'est pas du blabla, c'est pas n'importe quoi, c'est pensé, c'est malin, c'est intelligent, ça dessine le modèle économique qui est derrière, ça donne des armes. Je peux vous dire que la petite clause qui dit que finalement c'est les tribunaux de San Francisco qui vont s'appliquer. Le jour où vraiment vous avez besoin de l'appliquer cette clause et où effectivement vous avez un tribunal qui vous dit ouais mais désolé c'est à San Francisco qu'il faut aller, elle était bien pensée, c'est pas du blabla. Et c'est tout comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis un vrai projet de société autour du numérique. En France, on a eu un projet de société qui est en fait leur nouveau projet de société industrielle. En France, on a eu un projet de société industrielle il y a 100-150 ans. On a dans le 6e la maison des sciences, ça s'appelle comment? La maison de l'association de promotion de l'industrie ou je sais plus quoi, qui est un très bel hôtel particulier à côté du Flore où on peut faire des conférences, des réunions, des choses, c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est quoi le projet de société français? Et en quoi il s'oppose au projet de société américain? C'est-à-dire que soit on a un projet de société à leur opposer en disant non mais attendez, nous on voit pas les choses comme ça, nous on pense qu'on veut être souverain parce qu'on a des raisons de l'être. Parce que c'est important pour nous et qu'on s'en donne les moyens. Ou alors, je suis désolé, il n'y a pas d'histoire de colonie, pas colonie. C'est simplement qu'en fait, ils ont un secteur industriel qui développe tous ensemble, la main dans la main, à tous les niveaux de la société, entre les juristes, les techniciens, les managers et tout le monde, les financeurs, tout le monde y va, les politiques. C'est un travail d'équipe. Et nous, en France, on a des gens qui essayent de le faire et qui se font taper dessus avec arrogance et mépris en permanence, sans aucune raison. Tant qu'on en sera là, c'est même pas la peine de chercher à parler d'autre chose.